Bonjour à tous, bienvenue dans les webinaires du cabinet CBA. Je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, avocat spécialisé en fiscalité. Euh, Aujourd'hui, le thème, les règles d'imposition des revenus immobiliers. Alors, le principe est très simple, c'est que dans le cadre de notre activité fiscale au cabinet, on est constamment consultés par des personnes qui nous disent, ben voilà, j'ai acheté un premier bien immobilier ou je comprends pas, ma fiscalité immobilière a notoirement augmenté. Et donc, on leur explique que selon le régime qui a été choisi, ils ont pu faire la mauvaise option. Et ce qui était vrai il y a quelques années, aujourd'hui ne l'est plus. Et c'est ce que je souhaitais vous montrer, sachant encore une fois, et comme souvent en fiscalité, chaque cas est particulier. Donc, vous allez voir, on va vous expliquer, je vais vous expliquer les différents principes applicables, mais vous pourrez constater que, et je vais vous le commenter, que dans certains cas, en fonction du niveau de patrimoine, de revenus, certaines situations seront plus intéressantes. Et selon que l'on va privilégier un outil de transmission futur ou tout simplement une gestion et des revenus annuels, on aura une situation différente. Donc, on va commencer par ce qui est le plus simple, ce qui existait et ce qui existe depuis toujours, c'est le revenu foncier. Vous achetez un bien immobilier, vous le donnez en location nue parce que ça ne vous vient même pas à l'idée de dire que vous allez le meubler. Et vous vous dites, mais pourquoi je vais meubler un bien alors que je peux le donner en location meublée? Donc, c'est vraiment la situation extrêmement classique. On va avoir dans ce cas-là deux régimes qui peuvent être appliqués. Un régime qui a maintenant une vingtaine d'années, c'est ce qu'on appelle le microfoncier. C'est spécialement conçu pour les personnes qui ont annuellement des petits loyers, puisqu'on parle de loyers hors charge inférieurs à 15 000 euros annuels. Là, automatiquement, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement de 30% sur les revenus déclarés. Alors, vous n'aurez pas d'imposition à la CFE et vous aurez une imposition au niveau des revenus locatifs en fonction de votre pourcentage de la tranche marginale d'imposition à l'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Alors, c'est quoi votre tranche marginale d'imposition? C'est la tranche la plus élevée dans laquelle vous allez être imposé. Alors, il ne s'agit pas de la moyenne de l'imposition, il s'agit vraiment de la tranche. Alors, classiquement, vous pouvez être dans une tranche à 30%, 41 ou 45%. Donc, vous voyez qu'on a quand même une imposition extrêmement élevée parce que même en étant dans une tranche à 30%, ce qui donne pas un montant de revenu obligatoirement très important, vous allez déjà être taxé à 47,2%. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en commençant, je vous expliquais que ce qui existait ou ce qui se faisait il y a 15-20 ans, aujourd'hui ne se fait plus. Et cette imposition, elle est intéressante pour les les petits revenus, mais elle peut être assez élevée. Alors, généralement, quand on a des micro-fonciers, on a quand même de petits revenus. Au niveau de l'imposition des plus-values, et on le verra, c'est la même chose pour les revenus fonciers, on a une exonération de l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention, l'impôt sur le revenu étant représenté par un abattement annuel après la 5e année. Et puis, au niveau des prélèvements sociaux, 19% pour l'impôt sur le revenu en base et 17,2% pour les prélèvements sociaux, on a une exonération au bout de 30 ans de détention. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les 30 ans de détention, on n'est pas soumis au même montant de prélèvements sociaux. C'est-à-dire que les 6 dernières années, vous allez avoir un abattement plus important que dans les années antérieures. C'est une création à l'époque des gouvernements de François Hollande qui font que lorsqu'on arrive en fin de durée de détention, on se dit, bah, effectivement, je suis quasiment au bout des 30 ans, dans 3, 4 ou 5 ans, mais je n'ai pas du tout intérêt à vendre dans ce laps de temps. Et puis, l'imposition sur la fortune normale avec certains abattements selon les cas.
Donc, on est premier cas, microfoncier. Alors, attention, lorsqu'on fait une option pour les microfonciers, on ne peut pas en sortir avant un délai de 3 ans. Donc, faut bien calculer son coût. L'inconvénient du microfoncier, c'est si vous avez des travaux à faire ou si vous avez des travaux de copropriété, parce que vous ne pourrez pas les déduire et il faudrait que ça rentre dans cette enveloppe de 30% annuelle. Donc, le microfoncier, oui, pas si vous devez faire des travaux dans votre bien ou si les travaux doivent être effectués dans la copropriété. Et puis, on a le régime de base qui est similaire en tout point, celui du revenu foncier, où on n'a aucun plafond. Le problème du revenu foncier, c'est qu'on ne peut déduire que certaines charges qui sont payées et vraiment limitativement énumérées. Je vais vous donner un exemple. Vous avez prévu de faire de gros travaux. Par exemple, vous rachetez un studio ou un 2 pièces et vous voulez totalement réhabiliter en faisant de très gros travaux. En fonction du montant et du détail des travaux, certains seront déductibles et d'autres non déductibles. Donc, il faut vraiment faire très, très attention. Il y a de nombreuses jurisprudences. Vous n'avez pas une déduction réelle sur tous vos revenus. Et puis, surtout, on a un autre souci. Et ce qui explique que chaque année, on a un certain nombre de personnes qui viennent nous voir. C'est que dans le raisonnement basique d'un acquéreur, mais aussi celui d'un banquier, quand je perçois un loyer de 1000, je vais utiliser ce loyer de 1000 pour pouvoir rembourser mon emprunt à hauteur de 700 ou 800. Or, fiscalement, l'emprunt ne sera pas déductible à hauteur de 700 ou 800, mais uniquement à hauteur du montant des intérêts. Parce que le capital n'est pas amortissable et il n'y a pas d'amortissement non plus du bien. Donc, vous allez vous trouver dans quelle situation? Vous touchez 900, par exemple, et vous avez renvoyé 700 pour rembourser votre banque, il vous reste 200, sauf que vous déduisez sur les 900 uniquement 200 d'intérêt. 200 d'intérêt, ça veut dire qu'il va vous rester 700. Et si on considère que vous êtes même dans une tranche à 30%, tranche marginale d'imposition, plus 17,2 de contribution sociale, ce qui vous fait 47,2% d'imposition, c'est-à-dire que dans mon exemple, vous aurez 350 d'impôts. Sauf que votre différentiel de trésorerie entre votre loyer perçu et la somme que vous allez pouvoir, que vous avez donnée à votre banque, fait que vous n'aurez pas suffisamment d'argent pour payer votre fiscalité. Et là est tout le souci. Alors pourquoi on est dans cette situation? On est dans cette situation parce que depuis le début des années 2000, on a eu la création des prélèvements sociaux, CSG, CRDS, et que ces montants n'ont cessé d'augmenter. Et donc, c'est venu fausser le raisonnement d'un acquéreur qui était prêt à faire d'avoir une fiscalité, mais là, qui se trouve totalement dépassé par la fiscalité. Et ça, il faut le mixer avec un deuxième élément important, c'est que vous avez aujourd'hui des exonérations en cas de revente qui ne sont complètes qu'au bout de 30 ans. Auparavant, on avait une exonération au bout de 20 ans de détention. 30 ans, c'est très long. Donc, quand on mixte une fiscalité que l'on subit, parce que quelqu'un qui a acheté, par exemple, en 2010, il a subi l'augmentation de François Hollande et l'augmentation d'Emmanuel Macron, des contributions sociales. Donc, il est passé de 12 à l'époque à 17,2 aujourd'hui. Donc, alors que c'est un investissement à long terme, celui qui se trouve en situation de louer nu en revenu foncier, il se trouve bloqué. Donc, inconvénient de ce mécanisme, une très forte imposition où la fiscalité est subie. Et l'inconvénient, c'est que le bien, on le détient en direct, donc c'est compliqué de le transmettre. Parce que si vous avez plusieurs enfants, vouloir transmettre les biens d'un seul coup, c'est quand même
très problématique de les mettre en indivision. Donc ça, c'est le premier élément. Et puis, on a une deuxième manière de louer. Si on ne loue pas nu, on va louer meublé. Donc, c'est un régime fiscal adapté, pour moi, à des cas plutôt particuliers. Alors, principe de base, on a encore deux régimes, ce qu'on appelle le micro-BIC, et puis après, on a les bénéfices industriels et commerciaux, avec une petite coquille ici, je vois, sur l'écriture de bénéfices. Alors, sur les micro-BIC, comment ça se passe? Même principe que pour les revenus fonciers, mais là, on va considérer les loyers charges comprises qui seraient inférieurs à 72 500 euros par an. Et on va avoir un abattement de base automatique de 50% ou 71% si on remplit les conditions pour être une chambre d'hôte ou un meublé de tourisme classé. Comme nous sommes dans une activité commerciale, puisque la notion de meublé veut dire qu'on rentre dans une activité commerciale, vous aurez une imposition à la CFE. Alors, on va retrouver les principes de base dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire une imposition du revenu locatif en fonction de la tranche marginale d'imposition plus 17,2%, une exonération en cas de revente du bien à l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et aux prélèvements sociaux au bout de 30 ans, et puis le bien rentre dans l'impôt sur la fortune. Alors, généralement, les personnes qui sont en micro-BIC ne le font pas obligatoirement pour des raisons fiscales, le font aussi parce qu'il est plus simple de se débarrasser d'un locataire qui est dans un meublé que dans une location nue, même si la législation a quand même évolué vers une protection du locataire. Mais ce qui nous intéresse et ce qui m'intéresse ici, c'est un cas un peu particulier, ce sont les personnes qui vont aller chercher du bénéfice industriel et commercial. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va appeler la location meublée non professionnelle ou la location meublée professionnelle. Principe de base, vous n'avez aucun plafond. Vous allez faire une option et vous allez pouvoir être dans cette catégorie. Au niveau des déductions, et c'est là que tout se joue, vous allez avoir la possibilité de déduire la totalité des charges et surtout d'amortir le bien. Amortir le bien, alors c'est quoi? C'est une notion importante parce qu'on va le revoir dans la dernière partie puisqu'on va parler après de l'impôt société. Ça veut dire que l'on va prendre le coût d'acquisition du bien. Alors, le coût d'acquisition, c'est son prix d'achat ou la valorisation du bien lorsqu'il vous a été donné par transmission gratuite, par exemple par succession ou par donation. Et on va rajouter les frais. Alors, les frais dans l'acquisition, ce sont les frais de notaire. Lorsque vous avez une succession, ça va être la quote-part des frais de succession relatifs à l'acquisition de ce bien. Et tout ça, on va pouvoir amortir. Alors, on va déjà faire une petite règle qui vaut pas mal de redressements fiscaux en ce moment. C'est que dans la notion d'immeuble, même si vous avez un studio, on va distinguer le terrain de la construction. Et donc, on va évaluer le terrain. Alors, classiquement, je vois souvent des dossiers arriver à mon cabinet où on nous explique que le terrain a une valeur de 25%. Alors, c'est totalement faux. Il faut regarder où se trouve le terrain, le studio, et pouvoir l'évaluer. On n'évaluera pas de la même manière un studio qui se trouve au rond-point des Champs-Élysées, à Nice, à Cannes, ou à Maubeuge, ou à Dunkerque. Donc, il y a cette analyse qui est importante. Et puis, la construction va pouvoir l'amortir. Or, souvent, sur 30 ans, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir une charge virtuelle, mais vous allez percevoir la trésorerie. Parce que dans ces mécanismes-là, on va aller chercher
un déficit, voire une non-imposition parce que les amortissements sont élevés et donc ils vont totalement écraser les loyers. Et donc, vous allez avoir la trésorerie sans être imposable. Alors, on distingue deux régimes, le régime des LMNP et le régime des LMP. La grande différence, vous allez voir, il y a deux petits éléments quand même importants. Le LMP, vous allez, en cas de déficit, pouvoir imputer vos déficits sur les autres revenus, les autres catégories de vos revenus déclarés au cours d'une année. Donc, par exemple, vous avez du revenu foncier à côté positif, vous avez un peu de retraite positive, vous allez pouvoir imputer les déficits sur les bénéfices et donc ça va baisser votre imposition. Ce n'est pas possible en LMNP. En LMP, il faut avoir un montant de loyer supérieur à 23 000 euros et surtout que les revenus nets imposables d'activité soient inférieurs aux revenus générés par le LMP. Ça, c'est extrêmement important. Et vous allez voir, on va voir quelques conséquences. Donc, qu'on soit en LMP ou LMNP, on revient à l'imposition, tranche marginale d'imposition, plus 17,2%. La différence avec le LMP, puisque vous êtes professionnel, c'est que si vous êtes en bénéfice, vous allez payer des cotisations sociales à hauteur de 35% sur le bénéfice. Il se trouve que, honnêtement, dans ces mécanismes-là, il est très, très rare d'être en bénéfice quand c'est bien fait et bien monté. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, on n'a pas de sujet ou de vrai sujet de cotisation sociale. Au niveau de l'imposition à la revente, si vous êtes en LMNP, vous êtes sur les durées de détention, je vous ai expliqué. Par contre, si vous êtes en LMP professionnel, vous serez à la plus-value des professionnels et donc imposé en tenant compte de la valeur nette comptable du bien. Je ne rentre pas dans ce détail-là parce que c'est juste pour vous préciser. Dernier élément important, et c'est pour ça que je vous disais que ce régime fiscal est particulièrement adapté à des cas particuliers, c'est que si vous êtes en LMP, comme on considère que c'est une activité professionnelle, les biens qui rentrent dans cette activité de meublé ne rentreront pas et ne seront pas imposables à l'impôt sur la fortune immobilière. Et quand on termine sur ça, on voit qu'en réalité, le micro-foncier, le micro-BIC est particulièrement utilisé parce qu'il y a un abattement de 50%. Même remarque que tout à l'heure, c'est intéressant uniquement si vous n'avez pas à refaire totalement votre bien immobilier ou si vous n'avez pas de gros travaux de copropriété prévus. L'idéal étant, à mon avis, d'être en BIC pour aller chercher, dans le cadre de la location meublée professionnelle, une non-imposition à l'impôt sur la fortune. Maintenant, ce régime est extrêmement intéressant, mais il y a quand même un souci, c'est que c'est compliqué de transmettre lorsqu'on est dans ces mécanismes-là. Donc, vous allez éventuellement transmettre par donation la nue propriété d'un bien, mais ce sera toujours difficile de le faire à plusieurs enfants, par exemple, parce que vous allez leur créer une indivision et que l'indivision, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sécurisant après. Donc, c'est adapté pour un niveau de patrimoine, pour des opérations plutôt fiscalement complexes, parce que ça nécessite aussi d'avoir une vraie comptabilité, mais c'est un régime très utilisé dans ces cas-là et que moi-même, il m'arrive de conseiller. Et puis, on arrive à quelque chose qui est extrêmement en vogue, c'est l'impôt société. Pourquoi c'est en vogue? Parce que on a expliqué tout à l'heure que l'imposition n'a cessé d'augmenter à l'impôt sur le revenu, notamment à cause des contributions et des prélèvements sociaux, de 17,2%. Et l'impossibilité, lorsqu'on donne en location nue, d'amortir le bien. Là, on a un raisonnement totalement différent. Vous allez créer une société
souvent une société civile immobilière, qui va opter à l'impôt société. Dans cette société, vous serez soit avec votre épouse, soit vous rajouterez aussi vos enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'abord aucun plafond, la déductibilité de toutes les charges engagées. J'ai volontairement écrit le terme engagé parce que nous sommes dans une comptabilité commerciale, donc ce n'est pas le simple paiement, c'est vraiment même l'ordre de travaux que vous avez signé au 20 décembre, on pourra tenir compte, alors en fonction si c'est des amortissements ou pas, mais en tenir compte dans le cadre de vos bilans. Et surtout, on va pouvoir amortir le bien, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Imposition à la CFE également. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire la différence entre vos produits et vos charges, dans lesquelles vous aurez vos amortissements, et puis vous allez être imposé à l'impôt société, à hauteur de 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25% au-dessus. Ce régime est d'autant plus intéressant que, comme il est calqué sur l'impôt société, et que l'impôt société est le même pour toutes les entreprises, vous bénéficiez du fait que la France, pour une raison de compétitivité, n'a cessé de diminuer depuis quasiment un peu moins de 10 ans son impôt société, qui était de 33% pour aujourd'hui être à 25%. Et vraisemblablement, le mouvement ne va pas s'arrêter là parce que lorsqu'on a une monnaie commune en Europe, la compétitivité se fait par la fiscalité. Et dans le cadre de mon activité, j'ai l'habitude de voir des dirigeants d'entreprise qui se posent la question entre 2 ou 3 pays qu'ils ont sélectionnés parce que, en termes d'approvisionnement, de logistique, de situation en Europe, ils peuvent créer des entités. Ils regardent aussi le taux d'impôt société. Donc, vous voyez que par rapport au revenu foncier basique, qui n'a cessé d'augmenter en termes d'imposition, l'IS n'a cessé de diminuer. Néanmoins, il faut être honnête, quand on fait les calculs, on se trouve dans une situation un peu particulière au moment de la revente. Pourquoi? Parce qu'on va être soumis au régime des plus-values professionnelles. Et donc, on va tenir compte des amortissements qu'on a précédemment déduits. Et donc, vous allez être imposé à hauteur de 25%. Alors, jusque-là, moi, j'ai aucun souci parce que l'imposition dont on a parlé tout à l'heure est tellement élevée en location nue en personne physique que lorsqu'on est en société, c'est extrêmement avantageux. La seule différence va se faire si vous souhaitez sortir l'argent en totalité. Vous allez vous trouver dans un mécanisme de flat tax à 30%, plus 4% éventuel de contribution sur le haut revenu. Et là, effectivement, toute la fiscalité que vous n'avez pas payée pendant un certain temps, elle va un peu vous rattraper. Mais pour faire constamment les calculs pour mes clients, même lorsqu'on met bout à bout la vente du bien plus la distribution de dividendes, on reste inférieur en coût à la fiscalité qu'on peut subir lorsqu'on détient directement le bien en revenu foncier. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'il y a un autre élément qu'il faut rajouter, c'est qu'aujourd'hui, on ne gère plus son immobilier comme avant. Avant, on achetait des biens et puis on se disait au bout de 20 ans, je fais une plus-value et puis j'en rachète un autre et puis je refais une plus-value qui est exonérée. On a vu qu'on n'est plus à 20 ans mais à 30 ans. Donc le raisonnement aujourd'hui de quelqu'un qui a l'impôt société, et je vois beaucoup de clients qui constituent des foncières pour transmettre après à leurs enfants, leur raisonnement est de dire, mais de toutes les manières, je ne crée pas une foncière pour que mes enfants vendent mon patrimoine, le patrimoine immobilier et se le répartissent, parce que fiscalement, ça a un coût, mais plutôt qu'ils gèrent un patrimoine immobilier et qu'ils aient des revenus récurrents tous les ans grâce à la fiscalité optimisée que je vais avoir choisie.
Et donc aujourd'hui, on est moins sur des achats-ventes de biens immobiliers au regard d'exonération d'impôts que sur des mécanismes à l'IS qui sont ceux de foncière qui, on achète, on vend, et pour autant, on ne sort pas la totalité de l'argent de la structure. Et puis l'impôt société, par définition, a un autre avantage, c'est que vous pouvez vendre le bien, mais vous pouvez aussi prendre la décision de vendre les parts sociales. Et donc, vous avez deux possibilités similaires. Et tout à l'heure, à 2 reprises, je vous ai dit, concernant la location meublée ou la location nue détenue en propre, que les mécanismes étaient un peu compliqués en cas de transmission. Ici, à l'inverse, c'est extrêmement utilisé parce que à un moment, vous pouvez décider de céder ou de donner à vos enfants des parts sociales ou que les parts sociales soient transmises dans le cadre d'une succession. Et à ce moment-là, on n'est plus en indivision, on est sur un mécanisme du droit des sociétés où tout le monde va suivre la même politique et c'est la majorité qui va décider. Donc, c'est l'outil aujourd'hui essentiel. Il faut savoir que le nombre de sociétés civiles immobilières a quasiment doublé en 10 ans, que ça n'a pas d'avantage ou de désavantage au niveau de l'impôt sur la fortune, mais c'est vraiment l'outil essentiel, l'outil de base. Après, il faut rentrer dans un peu plus de détails dans l'analyse lorsque vous souhaitez acheter un bien immobilier, c'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, c'est un premier bien que j'achète dans le cadre d'un complément de rémunération pour ma retraite, dans le cadre d'une constitution d'un patrimoine familial que je transmettrai à mes enfants? Est-ce que j'achète uniquement pour, par exemple, ne plus rentrer ce bien dans l'impôt sur la fortune immobilière et donc le donner en location meublée avec une activité de LMP? Voilà, autant de choix qui s'ouvrent à vous, qui sont importants et qui sont, pour moi, c'est des sujets à voir avant la création. Par exemple, on vient me voir souvent 6 mois ou 1 an après pour me dire « Ah, je voudrais faire une SCI ». On peut toujours faire une SCI. Le problème, c'est que quand vous avez financé votre bien, la banque a pris une hypothèque et la banque, elle n'aime pas que le débiteur qui était une personne physique devienne une personne morale. Donc souvent, elle vous bloquera. Pour terminer, je répondrai à la question qui est apparue ici de Thomas Bertrand concernant les critères entre le fiscal et social pour l'affiliation à l'URSSAF. Moi, je considère que lorsqu'on a un vrai mécanisme d'amortissement du bien, l'URSSAF est un faux problème parce qu'on va pouvoir tellement écraser la fiscalité tout en récupérant les revenus que l'URSSAF, normalement, ne doit pas être un souci. Si maintenant, vous êtes largement positif, c'est qu'il faut quand même revoir la copie et que vous auriez dû vraisemblablement passer au travers d'une société à l'IS pour gérer votre patrimoine immobilier en tirant les conclusions d'une rémunération souvent TNS qui peut être plus intéressante. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire qui avait pour but de vous éclairer sur les différentes options dans le cadre d'acquisition de biens immobiliers. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois et puis je vous souhaite une agréable journée.